Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une constance. Je ne me suis pas conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. C'est enfermant pour tout le monde. Le droit de se regarder en face, le droit de se ramasser la Je crois gueule. qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marche Bienvenue sur l'époque. Entre subjectivité et révolution. la Boum. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Loretta Ross et Natalie Wynn. Calm policing is what others tell you to do. Staying calm is what you tell yourself. Now, to be honest, on Twitter, I'm probably not going to spend a whole lot of time like responding to some individual person and trying to educate them because I have better things to do with my life. Vous écoutez la version française d'une conversation qui a eu lieu en anglais et dont la version originale a été mise en ligne normalement juste avant cet épisode dans votre flux de podcast. Cet épisode a été enregistré en novembre 2020 dans le cadre du festival Les Créatives à Genève. Je les adore et je les embrasse. Mes deux invités sont juste énormes en fait. C'est Natalie Wynn, la créatrice de la chaîne YouTube américaine ContraPoints, et Loretta Ross, une militante afro-féministe pour la justice reproductive, absolument mythique. Alors, comme c'était long et compliqué, et on va pas se mentir, un peu cher, de doubler entièrement la rencontre en français, je vous ai fait cette version commentée, où en gros, je double mes questions, et puis après, je vous explique moi-même ce que répondent mes invités. J'espère que ça vous va. Allez, c'est parti. Good evening or morning to you, according to where on the planet you're watching us. My name is Lorraine Bastide. I'm a journalist, author and feminist activist from France. Alors là, je me présente, je dis que je suis française, que je suis journaliste, que je suis féministe, parce qu'il faut toujours dire de là où on parle. Et ensuite, je présente mes deux invités. Donc Loretta Ross, militante féministe dans le champ de la justice reproductive depuis plus de 50 ans. Je pensais 40, mais elle m'a dit hors caméra qu'elle avait commencé à 16 ans en fait. Le respect et l'honneur sont immenses. Cette femme est une légende vivante. Elle a siégé à la Women Conference de 1977. Vous savez, on en parlait avec Gloria Steinem. Et elle a fondé plusieurs collectifs pour les droits reproductifs des femmes noires. Elle est spécialiste des questions d'avortement pour les femmes noires. Et elle défend aussi les victimes de viol. Enfin, elle est incroyable, quoi. Loretta Ross. Thanks so much for being here. Thanks for having me on your show. Natalie Wynn, you're a philosopher and a YouTuber. Ensuite, je présente Natalie Wynn. Elle est philosophe et YouTubeuse. Je suis sa chaîne ContraPoints depuis 1 an environ et elle a plus d'1 million d'abonnés. Elle parle beaucoup de politique aux États-Unis avec un talent immense à la fois pour la rhétorique et pour le maquillage. Et elle se bat contre le fascisme en fait. Bon là, je lui dis que je suis méga fan et que je la trouve super belle parce que c'est vrai, je la trouve super belle. I love you because I do. I'm really a fan. Welcome, Natalie. Hi, thank you so much for having me and hello everyone. So, there would be tons of conversations. On pourrait parler avec mes deux invités d'activisme et de leur travail pendant des heures, mais la raison pour laquelle nous les réunissons, c'est pour parler de, entre guillemets, cancel culture. Partez du principe que je mets des guillemets à chaque fois dans l'épisode, merci. Elles sont toutes les deux expertes de la question. Loretta Ross enseigne un cours sur la bienveillance militante à Smith College. Elle encourage les gens à call in plutôt que call out. On va développer, mais en gros, l'idée, c'est de faire un DM bienveillant plutôt qu'un tweet public et rageur. Nathalie a fait une vidéo sur la cancel culture, après avoir été elle-même cancelled. Cette vidéo est devenue la plus vue de sa chaîne ContraPoints. Franchement, si vous comprenez un peu l'anglais, prenez le temps de la regarder. Elle dure 1h30 et elle déconstruit à peu près tout, avec une force dingue. Bon, mes intros sont toujours méga longues, je suis désolée. Voilà, enfin, ma première question. Certaines personnes, surtout des activistes progressistes, disent que la cancel culture, ça n'existe pas. Que le terme a été inventé par des conservateurs pour faire taire les activistes qui leur signalent des comportements oppressifs. Est-ce que ces gens se trompent? Are these people wrong? I think they're both wrong and they're right. It's a very complicated question. Loretta Ross commence en rappelant un truc essentiel. La vraie cancel culture, l'original, ce sont les puritains qui l'ont lancée avec les chasses aux sorcières. C'est une longue tradition humaine d'humilier publiquement les gens pour leurs opinions. Bref, ça n'a rien de nouveau.
Ce qui est nouveau, ce sont les réseaux sociaux et la vitesse à laquelle ces humiliations se répandent. Ça l'a fait marrer que les conservateurs n'identifient la cancel culture que quand ce sont les gens de gauche qui l'utilisent pour les rappeler à l'ordre. Donc ces gens ont à la fois raison et tort, dit-elle. C'est un outil utile pour désigner les abus de pouvoir, mais évitons de l'utiliser à tort et à travers, par exemple pour condamner des gens pour des erreurs accomplies il y a des années de cela. We were just talking about people never being forgiven for a mistake they made a long time ago. Yeah, I agree with all of that. I think you have to be specific about what you're talking about when you talk about De son cancel. côté, Nathalie pense qu'il faut préciser la définition de cancel culture. Si on parle d'humiliation publique, cela n'a rien à voir avec le militantisme de gauche. C'est une pratique super fréquente qui arrive très souvent contre les femmes, par exemple. Elle donne une référence, le livre de John Ronson, So You've Been Publicly Shamed. Dans sa vidéo, explique-t-elle, elle explore la cancel culture comme une sorte d'exil forcé d'une certaine communauté d'activistes. Et elle renvoie à un article de 1976 de la militante féministe Jo Freeman qui s'appelle Trashing et qui raconte son exclusion du mouvement féministe. Punishment for people within these sort of activist communities. And I think that's undeniably real. Yeah. Would you agree to say that actually cancel culture fails to cancel people? Est-ce qu'on pourrait pas dire que la cancel culture échoue à faire taire les gens vraiment puissants? Je raconte qu'en ce moment en France, il y a plein de vieux mecs blancs qui font ouin ouin ouin, on peut plus rien dire sur les plateaux de télé, alors qu'en fait ils sont en train de faire la promo de leurs livres partout et qu'on n'entend que. Bref, en gros, je parle de Pascal Bruckner et d'Alain Finkielkraut. Et je leur demande ce qu'elles en pensent. In situation of power, they don't get cancelled. Well, yeah, it reminds me of people complaining about political correctness, right? Free speech is over, they say on national television. Nathalie dit qu'aux US, on parle sans cesse de politiquement correct pour désigner ce phénomène. Apparemment, ils ont les mêmes moins. Et elle dit que c'est rare, effectivement, que les gens puissants soient vraiment détruits, même si elle souligne ironiquement qu'on n'a pas eu de nouvelles de Louis C.K. depuis un petit moment quand même. You know, I'm sorry that's just how social media works. If you say something unpopular or controversial, there's going to be a lot of, kickback. I think the people with privilege and power who are complaining about the cancel culture simply want what they've had in the past, and that's the ability to use their overlarge podiums and voices to have. Donc là, Loretta répond que les gens privilégiés qui se plaignent de la cancel culture veulent simplement garder le privilège immense de pouvoir opprimer tout le monde sans la moindre connaissance. Et elle souligne qu'Internet a complètement détruit ce privilège-là, parce que maintenant, n'importe qui peut, en 140 signes, riposter à cette oppression, et ça les terrifie. Loretta dit qu'elle n'est pas inquiète pour ces gens-là qui arrivent en fait encore à monétiser leur oppression. Elle est inquiète pour les gens qu'on attaque de façon horizontale, des gens qui ne sont pas privilégiés et qui se retrouvent ciblés par ce type d'attaque de façon, dit-elle, immorale. Create a bridge or a calling in process for them. For them, I think calling out is totally appropriate. So when you say you worry about this horizontal... Je lui demande d'expliquer exactement ce qui l'inquiète dans le call-out horizontal. It worries me when you have a good friendship for 20 years. Eh bien, ce qui l'inquiète, Loretta Ross, c'est qu'une amitié de 20 ans peut s'effondrer parce que quelqu'un a dit le mot en haine il y a 20 ans ou a mis un déguisement d'Indien inapproprié il y a 20 ans. Elle dit qu'on oublie que les gens changent et que c'est un raccourci dangereux. On ne peut pas caricaturer les gens comme ça. Elle dit aussi que ce qui l'inquiète, c'est quand on s'arrête sur une pensée mal articulée, mal comprise, pour sauter à la gorge de quelqu'un, alors qu'on pourrait juste l'accompagner et lui expliquer. Elle dit que c'est un choix. But you can make a intentional choice not to blow up their lives because of your perception of their harm. Mm-hmm. You just used the word simplification, and it reminds me of something you say in your video, Natalie, about essentializing. Là, je me tourne vers Nathalie parce que Loretta a employé le mot simplification. Et ça me rappelle quelque chose que dit Nathalie dans sa vidéo. Elle parle d'essentialisation. C'est-à-dire que dans un processus de call-out, on essentialise la personne. On simplifie à l'extrême des situations complexes. Et pour moi, c'est très lié à cette ère de la post-vérité dans laquelle on vit. Anything that's written on the internet becomes some sort of truth. Well, I definitely think the internet makes this worse too, because with social media, you sort of never can escape the past. Everything that you post becomes part of this eternal present. And
if someone can view your old tweets just as readily Ben oui, avec les réseaux sociaux, plus rien s'efface, me répond 5 years Nathalie. ago and post it again. Tu peux être interpellé sur un truc que tu as écrit il y a 5 ans, il suffit d'une capture écran. Toute personne un peu publique en ligne peut à tout instant voir se créer un dossier de toutes les erreurs commises en ligne, comme un collage monstrueux qui fait de toi une mauvaise personne. C'est ça l'essentialisation. Et du coup, au lieu de dire cette personne a fait un tweet offensant en 2015, on va dire cette personne est raciste, est transphobe, est misogyne. Ça devient un jugement global. And not a kind of more measured like response to this one moment, I guess. I think the thing that most frustrates me is that there's no allowance for difference of opinion. Loretta déplore qu'on ne laisse plus d'espace à la divergence d'opinion. Une société démocratique, c'est une société où l'on débat, rappelle-t-elle. Si on crée un espace où toute personne en désaccord est exclue, bah c'est plus une société, ça s'appelle une secte. You're not creating a civil society, you're creating a cult. Yeah, that's a frustration I have is that there's no space made to be in disagreement, in conflict, without being enemies. Nathalie approuve. Elle décrit le dualisme qui règne en ligne, où t'es méchant, ou t'es gentil. Et on se base sur tes posts et tes tweets pour le décider. On les prend comme des preuves de ton allégeance aux forces du mal, plutôt que de se dire que tu as pu parfois mal t'exprimer. Et ça empêche de débattre. Elle dit un truc qui me semble vraiment génial, on devrait pouvoir être en conflit sans être ennemis. Un désaccord partiel ne devrait pas être considéré comme une déclaration de guerre. Parfois, même les amis ne sont pas d'accord. Je trouve ça très juste. Like, why can't you be in conflict without being enemies? Like, friends are in conflict all the time. I don't know. It's frustrating. Do you think it's relevant to stress the fact that it's not a coincidence that Bon, alors là, coup de génie de ma part, je me dis peut-être que c'est pas un hasard si toute cette conversation sur la cancel culture a émergé pendant l'ère Donald Trump. polarized? Does it make sense to you? Well, I think it's part of it. Like, I think there's almost a kind of like trauma of seeing. Nathalie dit qu'en effet, on a vu le débat énormément se polariser ces derniers temps aux États-Unis. Il n'y a plus d'espace pour la négociation, il n'y a plus d'espace pour la paix. Tout le monde est soit victime, soit harceleur. Et avoir un président lui-même harceleur et une extrême droite très audible, ben ça aide pas. On se sent un peu en guerre, en fait. I don't know, we feel like we're at war, I guess. Well, this question has particular import for me because I teach about fascism. Loretta ajoute que cette question lui parle beaucoup, parce qu'elle enseigne sur le fascisme à l'université. Et on parle ici d'une forme contemporaine et américaine de fascisme, une forme un peu différente du fascisme qu'on a connu en Allemagne et en Italie, ou qu'on voit en ce moment en Turquie ou en Hongrie. Un fascisme qui ne porte pas de croix gammée, dit-elle, mais une croix, un drapeau, une Bible. Et que du coup, les gens hésitent à nommer. Mais c'est du fascisme, elle insiste. Trump a été élu à cause de la poussée d'idées fascistes dans la société américaine. Pour elle, c'est la guerre civile du 19e siècle qui ne s'est jamais achevée. Elle dit que le débat est encore ouvert sur quelle forme doit prendre la société américaine. Elle est juste brillante, en fait. C'est incroyable ce qu'elle dit. Pour elle, Trump, c'est le backlash contre Obama. Un président qui voulait mener la société américaine vers une démocratie véritablement inclusive. La moitié du pays a refusé ça. Ces gens veulent retourner au 19e siècle. Ça veut dire ça, Make America Great Again. Ça veut dire le grand retour en arrière. Et ces gens ont peur parce que dans 30 ans, la démographie fera que l'Amérique ne sera plus en majorité blanche. C'est pour ça qu'ils font la chasse aux immigrés et aux migrants. C'est pour ça qu'ils essayent de contrôler la fertilité des femmes blanches en légiférant contre l'avortement et la contraception. C'est pour ça qu'ils excluent les communautés LGBT. En fait, ces gens paniquent. Et le plus triste, ajoute-t-elle, c'est que les personnes qui sont supposées nous défendre, les personnes progressistes, ont peur d'utiliser le mot fascisme. Résultat, on sera mal préparé. Then you're going to be ill prepared
to adequately fight Thank it. you so much for this analysis. It made me think when I was listening to you that you don't. Bon, alors là, je réagis un peu waouh, je cite Audre Lorde pour faire bien. Et j'ai envie qu'elle m'explique en fait la différence qu'elle entend entre calling out et calling in. Out. Could you explain this idea of calling in you try to promote? Well, I was happy to see that young people had created the concept of calling in as early as the Occupy movement in 2011 and Loretta précise qu'elle a entendu ce mot dans la bouche de jeunes militants dès 2011, que c'est pas elle qui l'a créé, elle est super humble. Mais pour elle, un calling in, c'est un calling out fait avec amour. On n'ignore pas l'offense qui a été formulée, mais on ne l'exagère pas non plus. On ne surréagit pas non plus. Elle raconte une anecdote super mignonne. Un jour, elle a mégenré un de ses étudiants et elle s'est sentie super mal parce qu'elle essaye vraiment de jamais se tromper là-dessus. Et son étudiant lui a répondu: ne vous inquiétez pas, moi aussi je me mégenre parfois. On apprend tous. Et bien sûr que je dois m'améliorer, elle ajoute. Mais ça lui a fait du bien de voir une personne de 18 ans lui montrer qu'on peut être dans une relation honnête, sans présupposer que les autres veulent forcément vous faire du mal ou vous causer du tort. be in good and honest relationship with each other without the assumption that we mean to cause harm to each other simply because we make mistakes. Yeah, I agree that like there's such a communication problem that some people have where I don't know, it seems like what they want to do is to express that they're hurt, right? But and like okay, Les gens ont un problème de communication, dit Nathalie. Les gens veulent absolument exprimer qu'ils sont blessés. Et on peut comprendre. Mais il faut s'interroger sur l'effet de cette expression. Parce que les personnes attaquées vont forcément répliquer, ils vont se défendre. Alors bien sûr, répondre avec amour, c'est mieux. Mais c'est aussi une meilleure façon d'être entendu. Parce qu'ainsi, les gens ne vont pas se refermer. Si tu dis à quelqu'un qu'il est horrible, son ego va se défendre. Il va dire: mais non, les gens sont fous, ça va trop loin, ils exagèrent, je suis quelqu'un de bien. Forcément, quand on est attaqué, on se défend. C'est la psychologie humaine. Il y a des gens qui n'écoutent pas et eux, on s'en fout. Mais la plupart des gens vont vous écouter si vous leur parlez sans les humilier. Je trouve ça brillant. like you are attacking them. I mean, you know, and some people it's true they won't listen, and you know those people there's not much you can do with them. But I think a lot of people will listen if you're able to kind of reach out in a more human way that's not like just attempting to sort of vilify them or attempting to shame them even. Et je résume en disant que parfois, un bon DM, ça vaut mieux qu'un tweet clash. I want to say there is a legitimate critique, though, to the calling in Loretta process. insiste ici sur un point super important. On n'est pas obligé d'avoir envie de faire de la pédagogie. Il faut que cette démarche de call-in soit une démarche volontaire. Il faut vraiment qu'on ait envie de prendre du temps et de l'énergie pour investir sur la progression morale d'une personne. Elle insiste vraiment, il faut que ce soit un choix. On n'est pas obligé de prendre ce temps. On a aussi le droit d'ignorer la personne et de dire: parle à ma main. And that way I don't have to invest in their emotional growth or maturity, but I can certainly tell them what my expectations of them are. Yeah, I agree that it is work and like no, it shouldn't be the thing that you're obligated to do under any situation because Nathalie abonde dans ce sens. Elle dit qu'il faut bien choisir quand on a envie d'investir cette énergie parce que dans 90% des cas, c'est une perte de temps. Pour sa part, elle préfère faire des vidéos qui ne sont pas des réactions à chaud, mais plutôt le fruit de plusieurs semaines de réflexion. D'ailleurs, elle est rémunérée pour faire ces vidéos parce que c'est un travail et elle a mieux à faire que de réagir à tous les commentaires transphobes sur Twitter. Elle souligne le fait que Twitter est pour elle une plateforme qui valorise le mauvais esprit. La petite phrase assassine te rapporte du like et donc de la visibilité. I don't know, I don't really see that as very helpful. It just kind of draws attention to yourself really. And there's a monetization about the social media too. Every time a Loretta ajoute un truc passionnant. À chaque fois qu'un commentaire haineux touche 1 million de personnes, la plateforme qui la diffuse gagne 400 000 $. Elle dit: on est des stagiaires non rémunérés pour ces plateformes et on les paye pour leur permettre de s'enrichir. C'est complètement absurde. control over the ownership of our labor if we continue to give it away for free to the Twitterverse. So what happens when someone does? Là, je leur demande comment comprendre ces épisodes de clash psychologiquement. Est-ce qu'en fait, les gens oublient qu'il y a des humains avec des émotions derrière les avatars sur Internet? That we're actually talking to people with feelings.
I do think people, I mean, I think it's easy not to think about it when you're online. Like you, Nathalie admet qu'elle l'a fait au début de sa carrière. Elle allait sur Twitter et elle allait afficher les tweets problématiques. Et elle dit que ça l'aidait pas, en fait, que ça ne faisait qu'accumuler de la colère et qu'elle a cessé de le faire parce que ça ne lui apportait rien. Elle a développé une réflexion critique en tâchant de se concentrer sur les personnes qui valaient la peine qu'on prenne le temps de les faire évoluer. Et elle a arrêté de perdre son temps avec des gens qui ne changeront jamais. Ces gens-là, elle les bloque. I don't know. I have better things to do with my life than get angry at people who are never going to change. But part of it also is accepting that we have to deal with people as they are, not as we wish they were. Loretta résume les choses ainsi. Il faut prendre les gens comme ils sont, pas comme on aimerait qu'ils soient. Plus on se concentre sur ce que les gens ont de bon en eux, plus on a de chance de faire ressortir ce bon. Which means that they've shut their listening down to you anyway. There is the one danger when you try and tell people, be calm, be polite. Alors là, j'évoque un problème qu'on a sur le plan théorique quand on demande aux gens d'être polis, d'être gentils, de calmer leur colère. En fait, c'est un truc qu'on demande tout le temps à qui? Aux féministes, aux personnes racisées, en fait à tous les militants, quoi. Donc le danger, c'est de tomber dans ce qu'on appelle le tone policing, le polissage de ton, si on peut vous les traduire, et donc d'empêcher toute forme de militantisme en ligne. That might kill us in politically. Tone policing is what others tell you to do. Loretta explique qu'il faut vraiment distinguer le tone policing, qui est une injonction extérieure, et le fait de se dire à soi-même « je vais rester calme ». C'est très différent. Bien sûr, la colère est utile, mais pourquoi laisser quelqu'un d'autre dicter ta conduite? On doit pouvoir maintenir sa propre intégrité et garder sa propre bonne opinion de soi-même. Not only you feel yourself feel worse, but makes the world worse than it really needs to be. Yeah, I think all this advice that we're talking about, calling in, not calling out, being, reaching out to someone's good side, like all of this can kind of be misused by someone who wants. Nathalie ajoute un truc très juste. On peut s'interroger sur pourquoi on prend ce temps. Qu'est-ce qu'on cherche réellement à accomplir? Certaines personnes font ça pour de mauvaises raisons. Twitter a un effet loupe sur la colère, la haine, le mépris. On est facilement aspiré par ce biais et c'est au final très néfaste. Because I'm not doing anything helpful, I'm just sort of getting sucked into this like cycle of frustration and hatred. And I don't even do it often, but the few times I've blown somebody up on the internet, I've regretted it. Je l'ai pas fait souvent, ajoute Loretta, mais à chaque fois qu'elle a affiché quelqu'un en ligne, elle l'a regretté. Elle raconte une anecdote où un jour, elle a affiché une collègue qui avait pris le crédit pour son travail publiquement. Et en fait, ça servait à rien parce que la plupart des gens savaient que c'était son travail. Et au final, sa colère s'est retournée contre elle. Ce que l'histoire a reconnu, c'est qu'elle avait utilisé son pouvoir et son influence pour attirer de la colère sur une personne moins visible et moins privilégiée qu'elle. Et le pire, c'est que c'était une autre femme noire. Et ça, elle a appris et elle le refera plus. I want to be able to look at everything I say on the internet straight in the eye without shame. I think I had an experience early on YouTube of kind of, so this is a little bit different, but I think early on it sort of Nathalie raconte comment sur YouTube, quand elle postait une vidéo où elle défonçait une autre personne, elle n'avait pas forcément conscience que cette personne allait voir la vidéo et du coup être blessée. Souvent, on croit que les gens connus ou puissants ne lisent pas les commentaires en ligne. Sauf qu'ils le font, par narcissisme. Les gens voient très bien ce qu'on dit sur eux. Et elle résume de façon très juste, elle ne dirait rien sur Internet qu'elle ne dirait en face à une personne. Elle dit que c'est plus facile d'être enragé en ligne que dans la vraie vie. quiet and very you know what I mean? Like I don't know, it's easier to rage in the tweets than it is in the streets. But I think it's also interesting to remind that for many people, internet is also the only. Alors là, je nuance quand même en rappelant que pour beaucoup de monde, surtout les militantes féministes, surtout les militants et militantes antiracistes, Internet est le seul lieu où on peut s'exprimer, où on peut exprimer sa colère. Ces gens-là, souvent, n'ont pas de médias, ils ne possèdent pas de maison d'édition, ils ne possèdent pas d'espace institutionnel pour exprimer leurs idées et leur vécu. Du coup, comment on résout ce problème-là? Place where the expression can reach out to the world. Yeah, I do try to keep that in mind that like some of these people on Twitter, like
they just want to be heard, right? Like they don't have Nathalie dit qu'elle garde toujours ça en tête. Elle a la chance d'avoir une chaîne YouTube. Quand elle est interpellée en ligne, elle peut répondre dans un endroit, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. through, and this is it for them. So, like, I don't know. That is something I do try to keep in mind. Yeah. But we also need to recognize that we're at a sad place in humanity where people are trying to create these online communities. Loretta Ross rappelle ensuite qu'on est à un stade de l'humanité où les gens ont besoin de se créer des communautés en ligne pour trouver du soutien et de l'empathie, parce qu'ils ne trouvent pas ça dans la vraie vie. Et elle souligne que c'est ça le vrai problème. Are really looking for affirmation that should be addressed in other ways. Yeah, I had that experience. I mean, I think this is part of the struggle I have. I think with a lot of the trans community online is that Nathalie abonde dans son sens. Elle rappelle que le taux de rejet par les familles pour les personnes trans est de 50%. Les personnes trans n'ont bien souvent aucune communauté, aucun réseau de soutien dans la vraie vie. Leurs familles, elles sont en ligne. Et elle-même, elle raconte qu'au début de sa transition, elle s'est trouvée une maison et des amis sur Internet, un lieu où partager son vécu. Mais au bout de quelques mois, cette communauté s'est retournée contre elle parce qu'elle avait accepté un débat contre une personne transphobe. Du coup, sa communauté s'est sentie trahie et ça l'a démolie. Elle a passé 2 semaines au lit, en dépression, parce que tout le soutien émotionnel dont elle bénéficiait reposait sur cette communauté virtuelle. to give me emotional support. Well, I learned not to do that again. So, yeah. But it's very interesting you reaching this point, Natalie, because I Et wanted justement, je voulais qu'elle parle de ça, parce que c'est un sujet qu'elle aborde dans cette fameuse vidéo sur la cancel culture, dans lequel elle raconte assez pudiquement comment sa propre annulation, une autre annulation plus récente qu'elle a subie, l'avait en fait profondément affectée sur le plan de la santé mentale. by this community online you had built for yourself. Yeah, I think that it's important. I mean, there's sort of different levels of severity that canceling can happen on. Elle répond que bien souvent, les gens qui se plaignent d'avoir été annulés, ce sont des gros bébés qui supportent pas la critique. Mais qu'il faut garder à l'esprit que ça peut être aussi très, très, très douloureux parfois. Dans son cas, elle explique, tous ses collègues et amis ont reçu des messages qui leur demandaient de se désolidariser d'elle publiquement. Donc le harcèlement avait lieu contre elle, mais aussi contre tout son cercle de connaissances. Donc elle se sentait doublement isolée, seule et haïe. Elle raconte que ce sentiment d'isolement était accablant, qu'elle avait nulle part où aller pour trouver du soutien, comme bien souvent les personnes qui militent en ligne, parce que justement, elles sont déjà marginalisées. So when the movement turns against you, you're really, really alone. Mm-hmm. Very often you hear people calling out others by saying they should progress, they should get... Alors là, je pose la question de la perfection militante, parce que quand on interpelle quelqu'un, généralement on dit « améliore-toi ». Et donc du coup, on présente la justice sociale comme une sorte de droite croissance avec un espèce de but ultime de perfection qu'il faudrait atteindre. Et je me demande si c'est une bonne chose. Aiming towards perfection is like, there is a mistake in this image. Loretta. Yeah, because that assumes that political purity is both achievable and desirable, and it's neither. Loretta dit que la pureté politique ne peut pas être un but en soi. Toutes les conversations humaines sont des forêts d'ambiguïté, dit-elle. Plusieurs vérités peuvent coexister. Ma vérité n'est pas la tienne, ma vision n'est pas la tienne. On ne peut pas prétendre qu'il y a une seule vérité ou que toutes les autres sont mauvaises. Ce qu'on veut voir émerger, c'est un mouvement, pas une secte. On a tous et toutes des priorités différentes, des langues et des contextes différents, et on alimente tous un mouvement avec nos propres façons de le faire. Political purity and perfection from very imperfect human beings. Yeah, I wish it were easier to express that, Nathalie ajoute que c'est impossible d'aimer tout le monde, même si les gens sont de notre côté. On a tous des perspectives différentes. Parfois, c'est juste une question de personnalité, c'est une façon de s'exprimer qui va déplaire. Et on voit souvent des drames personnels éclater dans les mouvements politiques de gauche. Alors, elle propose qu'on soit honnête sur le fait qu'on peut militer ensemble sans forcément s'aimer. express that and instead of trying to pretend that every conflict. Moi, je trouve ça très limpide. D'ailleurs, j'ajoute que ça me parle beaucoup. Parfois, j'ai envie de dire aux gens qui me critiquent en ligne, en fait, si vous aimez pas mon visage ou ma voix, dites-le, ce sera plus simple. That's fine. Yeah, yeah. But also, I think people
mistake the purpose of a movement, of a political space. The purpose of a political space, in my Alors opinion, là, la grande Loretta Ross ajoute que le but d'un mouvement politique, c'est de lutter contre l'oppression, pas de résoudre nos problèmes personnels. is about their specific violation instead of ending all violations. Parfait résumé des choses. I have one last question before I take a Je leur couple demande questions. si, parfois, elles sont fatiguées. Get tired. Of course. Every human gets tired. I mean, I think part of Bien sûr, me répond Nathalie. Avoir de l'endurance, c'est savoir quand faire un break. Le discours sur le self-care devient parodique à tel point où on l'entend, mais pourtant c'est vraiment important. Prendre soin de son corps, prendre soin de son mental, c'est malsain de se laisser embarquer dans le drama de Twitter. Elle a été obligée de se limiter dans son utilisation de Twitter et de s'empêcher de lire les commentaires négatifs parce que sinon ça la tire vers le bas. I do get tired, and I'm not always the best at knowing when to quit. Well, I've done anti-fascist work specifically since 1990, but I've also done work against, misogyny and racism for even longer. Loretta rappelle qu'elle est dans la lutte antifasciste depuis 1990, depuis encore plus longtemps dans la lutte contre le sexisme et le racisme. Il y a la fatigue physique, bien sûr, mais le pire, dit-elle, c'est la fatigue de l'âme. Si elle sent qu'elle devient cynique, qu'elle ne croit plus en la lutte, qu'elle devient impatiente, ça ne va pas. Ce qui marche, c'est l'équilibre. Parfois, elle s'oblige à couper, à regarder un contenu non politique, une série comme Twilight, sans l'analyser par le prisme du genre ou de la race. Sinon, c'est le burn-out assuré. Elle raconte que quand George W. Bush a envahi l'Irak en 2002, elle a fait la fête sur la Plaza Mayor à Madrid en Espagne au lieu de parler politique. Elle a parlé d'amitié et ça lui a fait du bien. Loretta poursuit en révélant qu'elle a été victime d'abus sexuels dans son enfance. C'est vraiment bouleversant de l'entendre expliquer qu'une partie de sa famille ne lui parle plus parce qu'elle a osé parler publiquement. Beaucoup de gens n'ont pas la famille qu'ils aimeraient avoir. C'est pour cela qu'elle a besoin de se construire une famille qui sera là le jour de son enterrement, même si elle n'a jamais parlé de politique avec eux. And that's one of the reasons I'm intentional about creating family that I know will be there at my funeral, even if we never talk politics. Yeah, I found Nathalie dit que ce qui l'aide le plus quand il y a un drame sur Twitter, c'est d'aller boire un verre avec une copine qui n'est pas sur Twitter et qui donc n'a pas vu le drame. Et généralement, en lui expliquant le conflit en cours, elle se rend compte que c'est complètement absurde et inconséquent et ça relâche la pression. as I see their bored face looking back at me as I explain this totally trivial conflict. Hmm. So we only have 5 minutes left, but many questions. Là, je leur fais remonter des questions qui émanent du public sur Zoom. Et en fait, il y a beaucoup de monde qui veulent savoir comment elles voient l'avenir. About this future. How can we imagine the following? Are you inspired? Well, yes, I mean, there's going to be a future and the internet's going to change. Nathalie dit qu'elle n'a pas de boule de cristal, mais qu'elle est convaincue que les changements technologiques vont être déterminants. Elle a le sentiment que les internautes sont de plus en plus conscients des limites de ces outils. Et pour elle, c'est un signal encourageant. For understanding of how this works, I think that things will sort of change for the better. At least I hope so. Well, my crystal ball says it's really a Sankofa moment. That's an old African saying that you Loretta souligne que le destin de l'humanité repose sur nos interdépendances et les évolutions technologiques les modifient. On a des jouets de plus en plus performants pour communiquer, mais ça ne change pas qui nous sommes. On a les mêmes émotions, on a les mêmes failles, et on sera les mêmes, même si les ordinateurs deviennent de plus en plus performants. Elle espère surtout qu'on comprendra les conséquences de la crise du Covid, qui a montré à quel point nous dépendions les uns des autres. Le comportement de chacun affecte chacun. Elle espère qu'on sortira de l'individualisme parce que ta santé affecte ma santé. C'est un vieux précepte africain, dit-elle, et ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis le démontre. Notre président stupide et haineux a rendu la crise pire dans notre pays que nulle part ailleurs, souligne-t-elle. Mais le bon côté, c'est que la crise a permis de faire comprendre la notion d'interdépendance aux gens. or no gun or no wall can actually keep a virus out. Thank you so much for this conclusion, Loretta.
Bon voilà, là je suis en transe et je les remercie et je leur redis à quel point je suis heureuse d'avoir pu échanger avec elles. Even if you're very far away. Thank you so much for having me on. This was lovely speaking to both of you. All right, and I really enjoyed this. Good Thank luck. you. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Merci à Loretta Ross et Nathalie Wynne d'être venues faire parler La Poudre. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler La Poudre.